Bonsoir, bienvenue à l'Hôtel de Galifet. Merci d'être avec nous pour cette soirée consacrée à l'histoire. Donc on a choisi comme titre « Et si l'histoire recommençait ?» Est-ce que cette notion de répétition de l'histoire est une vieille question qui s'est posée plein de fois. Et l'occasion de cette discussion, de cette rencontre, c'est le livre de Michael Fossel, Récidive 1938. Comme vous savez, Michael Fossel, c'est un philosophe, il est professeur de philosophie à l'École Polytechnique et il a écrit plusieurs livres. Dans ces livres dont il va nous parler, ces questions des analogies entre 1938 et 2018 sur le plan historique. Et pour discuter avec lui des thématiques de son livre, on a invité Marcello Flores, qui est un historien italien très connu, qui a écrit de nombreux livres. Il a enseigné pendant longtemps à l'Université des Siennes, donc un historien et un philosophe, pour parler ensemble de ces livres. Donc, Michael Fossel, merci d'être avec nous ce soir. Pourquoi vous avez tout d'un coup, vous qui êtes philosophe, vous avez décidé de vous plonger dans cette année 1938, vous avez commencé à relire tous les journaux de l'époque, et donc du coup, vous avez raconté vos réflexions, vos réactions à tout ce que vous avez lu, et effectivement, en vous posant la question, est-ce que il y a quelque chose qui nous rappelle ce qui se passe aujourd'hui. Les philosophes ont l'habitude de poser les questions en termes un peu massifs, c'est-à-dire, en l'occurrence, avant de savoir si les années 30 peuvent revenir, ou s'il y a des échos, ou s'il y a des analogies, il faut se demander qu'est-ce que c'est que les années 30. Voilà. Et d'une certaine manière, j'étais un petit peu déjà dans la conviction avant de découvrir la presse de 38. J'étais dans la croyance philosophique, mais pas tellement étayée historiquement, qu'après tout, nous n'avions pas fini avec cette histoire si on considère que le fascisme, la violence extrême qui le caractérise, l'identité nationale qu'il galvanise, cette histoire-là est une histoire qui ne s'est pas refermée presque miraculeusement en 1945, puisqu'elle appartient en fait, c'est un point de vue de philosophe, elle appartient à l'essence de la modernité. J'ai d'emblée assez rapidement été capté par l'année 38, qui est une année, alors là il faudra certainement y revenir, mais une année qui en France est marquée par une accélération prodigieuse, disons, ce que je pourrais appeler une dédémocratisation, en tout cas le moment où la démocratie française est mise à l'épreuve de toute une série de défis, certains venant de l'extérieur, Italie fasciste, Allemagne nazie bien évidemment, c'est l'année de Munich, mais aussi certains venant, j'avoue que c'est ceux-là qui m'ont le plus intéressé, de l'intérieur, c'est-à-dire une très grande réaction négative à l'expérience de Front populaire qui s'achève d'ailleurs en 1938. Ce qui m'a déterminé, c'est que traîne aussi cette idée, et je crois aujourd'hui il faut la dénoncer plus qu'à d'autres moments de l'histoire, que la démocratie en tant que telle est faible par opposition à des régimes autoritaires dans lesquels au moins le Parlement est, sinon inexistant, du moins limité dans ses prérogatives. La presse n'est plus pluraliste. Et puis il y a un chef qui permet, dans les situations de crise, et en 38 il y a une situation de crise qui est au moins ouverte depuis la crise de 29, et nous sommes, je crois, nous aussi dans une situation de crise, 10 ans d'ailleurs aussi après une crise systématique du capitalisme. Cette idée selon laquelle dans les situations de crise, les régimes, disons, autoritaires, se révèlent être plus efficaces que les régimes démocratiques, et on cite alors souvent 1938 ou la France de 38 comme une preuve de cela. Or, en réalité, alors c'est là où évidemment le dialogue avec l'historien est pour moi très précieux, mais il me semble toujours d'ailleurs, que à lire la presse de 38, c'est-à-dire à découvrir les événements, bon ça, les livres d'histoire y suffisent, mais aussi à découvrir une langue, une grammaire, une manière de présenter un certain nombre de faits et d'opinions, eh bien, on se rend compte que la France de 1938 n'est plus vraiment démocratique, ou plutôt elle n'est pas faible parce qu'elle reste démocratique, elle est plutôt faible parce qu'elle est faiblement démocratique. Des mesures de plus en plus restrictives en matière démocratique sont adoptées, toujours avec cette idée que, au fond, nous n'avons plus les moyens de notre état de droit, de notre démocratie radicale, ou en tous les cas, disons, cohérente, et que donc il faut, pour se prémunir des dangers, en particulier de ce qu'on appelle aujourd'hui, bien à tort à mes yeux, mais là aussi peut-être on y reviendra, la montée des populismes, eh bien il faut armer la démocratie, une démocratie qui s'affaiblit elle-même
ou affaiblit ses principes, ou renonce à un certain nombre de ses principes, au nom du combat contre le totalitarisme, eh bien, se révèle ne pas être spécialement, c'est le moins qu'on puisse dire pour le cas français, mieux armé. Est-ce que tu as vu les analogies? Est-ce que tu les vois? Est-ce que l'historien qui lit ce livre, qui se penche sur cette époque, quelles sont ses réflexions? La première phrase qui peut sembrer évidente est « La différence de temps rend la répétition historique impossible ». Ce qui exclut déjà dès le départ une idée de similitude et de retour au passé. Aussi parce que Fessel est à juste titre convaincu que les années 30, avec tout ce qu'elles charrièrent de violences politiques et de passions totalitaires, sont devenues littéralement impossibles. En effet, l'une des caractéristiques les plus radicales qui distingue aujourd'hui des années 30 est avant tout l'absence de violence, qu'il était au centre, au cœur de la proposition autoritaire totalitaire de cette décennie. Car rien aujourd'hui ne semble suggérer que nous sommes à la veille d'un conflit mondial ou qu'il s'agit de l'éviter avec un accord comme Munich qui sacrifie la démocratie et l'intégrité d'un pays européen. Le livre de Fessel, même lorsqu'il parle de différents événements, se concentre en fait presque exclusivement sur la France. Ce n'est pas seulement un problème pour ceux qui ne sont pas français ou pour ceux qui se souviennent moins bien de l'histoire de la France des années avant et d'après 1938. Mais c'est un problème qui concerne les comparaisons entre cet hier et aujourd'hui. Dans les deux moments, quoique sous des formes très différentes, le contexte qui importe est celui du monde, surtout européen à la fin des années 30 et surtout international aujourd'hui. L'héritage à la fois mental et physique parfois de la Première Guerre mondiale, sans lequel il n'y a effectivement évidemment pas de fascisme, lui est fondamentalement différent. Par contre, je pense quand même qu'avec cette analogie, on a une manière, non pas de dire ce qui vient, de le nommer, mais effectivement, et je vais venir à la question du populisme, de ne pas peut-être le nommer comme on le nomme actuellement. Parce que j'ai dit effectivement que populisme, ou encore a fortiori d'ailleurs, démocratie illibérale, ce sont des euphémismes. Mais je dirais aujourd'hui qu'en fait, ce sont non seulement des euphémismes, c'est-à-dire, je voulais dire par là, c'est très généreux avec l'adversaire. Parce que démocratie illibérale, ça veut dire en gros le peuple contre le droit. C'est ça que ça veut dire. Orban recourt au peuple et ne respecte pas les conditions minimales de l'état de droit. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de mouvements, effectivement, ni à l'extrême gauche, ni a fortiori à l'extrême droite, qui disent ouvertement qu'il est, à part des groupuscules, antidémocratique. Mais parce que c'est là la différence des temps, je suis tout à fait, comment dire le contraire. Après 45, la démocratie a acquis un prestige déjà lié au fait que les démocraties ont gagné la guerre. Donc le reproche habituel sur la faiblesse congénitale de la démocratie était remis en cause. Là où mon doute porte, c'est sur le fait que du mot à la chose, du fait de se réclamer de la démocratie formellement au fait de la pratiquer soit en interne de son parti lorsqu'on est dans l'opposition, soit au pouvoir, du mot à la chose, il y a un immense espace. Il confronto con il fascismo nella Italia del dopoguerra c'è sempre stata e in tantissimi casi si è pensato che il fascismo potesse tornare, ma credo che erano però soprattutto strumenti di una polemica e propaganda politica più che elementi di un vero confronto e comparazione storica. Peut-être pour conclure, un dernier mot sur la question de il faut regarder le passé ou pas. Est-ce que le passé nous aide à comprendre mieux le présent? Est-ce que c'est une leurre? Voilà, la position de l'historien. La posizione dello storico è che purtroppo ormai da parecchio tempo la storia è stata sopraffatta dalla memoria e quindi per il futuro l'unico vero problema è quello di ridare la possibilità di una consapevolezza e conoscenza storica che possa prevalere, almeno per le nuove generazioni,
rispetto alle logiche di memoria in cui tutto è possibile e tutto è legittimo sostanzialmente. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Je remercie Marcello Flores, Michael Fossel et Valentina pour son travail. Et à une prochaine occasion. Merci beaucoup et bonne soirée.